Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver à notre compagnie pour le décryptage de l'actualité avec le ministre porte-parole du gouvernement. Avec Wilfried Léon-Houmbédi, nous allons passer au pays fait, les sujets majeurs de l'heure. Actualité sénatoriale, festivité du 1er août, grâce présidentielle, nouveau format des Vodun Days. Un menu très alléchant. Et pour conduire cet entretien avec le porte-voix de l'exécutif, je ne suis pas seul, je suis avec ma consoeur Angèle Toboula de ETélé. Angèle Toboula, merci de partager la conduite de ce débat avec moi. Un plaisir et un devoir, Lénaïk Agbazao. Monsieur le ministre porte-parole du gouvernement, bienvenue. Merci. On va donc inaugurer nos échanges avec l'élection du bureau du Sénat et la désignation de l'ancien président de la République, Patrice Talon, à la tête de la Chambre haute. Dites-nous, monsieur le ministre porte-parole du gouvernement, quel regard porte l'exécutif sur ce chapitre, il faut le dire, important de la vie institutionnelle de notre pays? Mais je crois que l'élection du bureau du Sénat vient consacrer la mise en place effective de cette institution. Après son installation, le 30 juillet dernier, la prochaine étape attendue était évidemment celle de la mise en place de ses instances dirigeantes, pour ne pas dire de son bureau. Et vous l'avez constaté, un bureau léger de 3 membres. Du point de vue de l'exécutif, c'est une bonne marche de nos institutions et c'est l'aboutissement du processus de mise en place de cette dernière année de nos institutions qu'est le Sénat. Alors, voulu donc comme un conseil de sages et une chambre de régulation, le Sénat est désormais installé. Quel type de relation peut-on entrevoir désormais entre l'exécutif et ce nouvel organe qui vient enrichir l'architecture institutionnelle du Bénin? L'exécutif attend que cette nouvelle institution intervienne de façon complémentaire avec les autres pour nous aider à ce que notre pays continue sa marche vers le progrès. Son processus de développement amorcé entretienne la cohésion nationale entre tous ses fils, nous aide à avoir des bases politiques plus agréables, si on peut dire, à avoir des acteurs politiques plus responsables, toutes choses découlant des missions que le législateur a confiées aux sénateurs. Monsieur le ministre, la tête de cette institution, ou du moins c'est celui qui a pris la tête de cette institution, fait beaucoup parler au sein de l'opinion. Comment l'exécutif, justement, accueille, ou plutôt, quelle signification l'exécutif donne à cette présidence de Patrice Talon, qu'on retrouve au devant de la scène aujourd'hui, seulement quelques mois après avoir rendu son maillet, je vais le dire, au président Romuald Wadaye? Mais si le président Patrice Talon se retrouve aujourd'hui à la tête du Sénat, je crois que ça n'est pas que de sa seule volonté. Lui, il a beau se porter candidat, comme d'autres qui auraient voulu être candidats, il a encore bien fallu que l'ensemble des membres de l'institution lui accordent confiance pour qu'il en soit aujourd'hui le premier responsable. Mais moi, ce qui me semble utile à mettre en avant, oui, quand on a suivi le compte-rendu des travaux du Sénat, c'est de voir que sur 24 membres présents, il aura recueilli quand même 24 voix. Et donc, je pense qu'il y a cette unanimité, ce consensus qui s'est dégagé. Et je crois aussi que c'est un signal que les sénateurs nous donnent. Tout à l'heure, on a bien dit que c'est une chambre de sages, n'est-ce pas? D'après ce que nous avons entendu, il y aurait eu d'autres volontés de briguer la présidence de l'institution. Que ces personnalités, entre elles, aient discuté, aient trouvé les mots, les arguments pour peut-être dissuader les autres qui voudraient postuler afin qu'à la fin, tous parlent d'une seule voix. Je crois qu'il n'y a pas mieux comme signe de sagesse que l'institution nous envoie. Je pense qu'a priori, ce n'était pas donné. Et il ne faut pas oublier qu'il y avait potentiellement 10 ou 11 candidats à la présidence du Sénat, parce que le président doit sortir des rangs des membres de droit. Donc d'autres auraient pu, qu'ils ne se soient pas présentés, que certains aient eu la volonté, mais qu'ils aient été finalement dissuadés et qu'ils se soient fondus dans le groupe pour faire parler l'institution d'une voix. Je pense que c'est un bon signe pour nous et on peut être rassuré de ce que ces personnalités au sein de cette institution fonctionneront vraiment comme des sages, regarderont et apprécieront les situations qui pourraient être portées à leur connaissance demain avec vraiment un regard de sage. Et justement, quels sont selon vous les critères qui ont pu militer en faveur de la désignation de l'ancien président Patrice Talon? Ah non, ça je pense qu'il appartiendra aux sénateurs de vous dire pourquoi ils l'ont préféré à d'autres ou pourquoi il n'y a pas eu d'autres candidats face à lui. Ils sont les seuls pour l'avoir côtoyé
président de la République de 2016 à 2026, je connais ses qualités. Sans doute qu'elles ont milité en sa faveur et certainement pas que. Le reste des réalités appartient aux sénateurs qui, en âme et conscience, ont porté leur choix sur lui pour ce que chacun en sait, pour les qualités sans doute que chacun lui reconnaît et peut-être aussi pour les défis qui seront ceux de l'institution qui vient d'être installée. Comme à l'égard des autres institutions, ce que l'exécutif attend, c'est que le Sénat apporte sa contribution dans la marche de notre pays vers davantage de progrès, davantage de bien-être pour nous tous et pour chacune et chacun d'entre nous, conséquemment. Patrice Talon, de président de la République à président du Sénat, quel est le distinguo qu'il faut opérer? C'est un président d'institution. On a bien eu des présidents de la République ici, anciens qui sont devenus maires ou qui sont devenus chefs de parti, et ça a fonctionné. Angèle Toboula, à la veille du 1er août, on a vu le président Romuald Wadaye procéder donc à la décoration de plusieurs personnalités issues du monde artistique, culturel, sportif. Et dans le lot, il y avait également les meilleurs élèves aux différents examens de fin d'année et surtout certaines personnes porteuses de handicap. C'est une innovation de l'actuel exécutif. C'est une innovation, comme vous dites, mais dont la vocation est de devenir une institution. C'est-à-dire que chaque année, on aura cette célébration à la veille de notre fête nationale pour mettre en avant, mettre un peu de lumière sur les plus fameux d'entre nous, ceux qui, parmi eux, l'année prochaine, il n'est pas du tout exclu que nous ayons d'autres catégories d'acteurs qui contribuent à la vie de notre pays de façon remarquable, qui soient invités pour être célébrés comme d'autres, en raison de leur talent ou de leur mérite. Et vous avez bien fait de souligner la présence de nos compatriotes porteurs ou porteurs de handicap, pour montrer la volonté de prendre la République de faire de cette célébration un instant d'inclusivité. Parce que le handicap ne doit pas être une fatalité. Le handicap ne doit pas nous amener à regarder les autres comme étant moins que d'autres citoyens. Ils ont autant d'atouts. Ils n'ont peut-être pas été suffisamment favorisés par la nature à certains égards, mais ils nous montrent par leur résilience et par leur volonté d'en découdre avec les difficultés qu'ils ne font pas de leur handicap un frein à leur émancipation. Et c'est une leçon formidable qu'ils nous donnent à tous. Au-delà des autres qui ont pu être récompensés, ceux d'entre nous, porteurs de handicap, qui se battent au quotidien pour réussir. C'est une leçon formidable qui nous donne à tous et je crois que nous l'aurons tous perçu et c'est ce qui est attendu de chaque Béninoise et de chaque Béninois désormais. L'initiative est appréciable et louable, mais certains ont l'impression que cela a été fait subrepticement, Monsieur le ministre. Non, encore une fois, n'oubliez pas que le président Wadaye est en place depuis 2 mois. Depuis 2 mois. Oui. Et c'est l'édition inaugurale. Et il tenait à ce que nous commencions maintenant pour donner un signal. Pourquoi ne pas avoir fait un appel autour, enfin une certaine communication? En d'autres termes, quels ont été vos critères? On va vous poser la question. Attention, ce n'est pas le président de la République et ce n'est pas le gouvernement qui ont choisi les gens. On peut avoir indiqué parfois, tel ministre de tutelle va dire dans mon secteur, il y a tel et tel, mais il y a généralement des associations, des institutions, des fêtières. Quand vous prenez la catégorie des agriculteurs, si on demande au ministère de l'Agriculture de trouver un agriculteur qui soit le meilleur au Bénin, c'est-à-dire le premier des agriculteurs, ils ont des critères objectifs avec les associations interprofessionnelles pour vous trouver le seul. Si vous en voulez 5, 10, 20 ou 100, sur la base des mêmes critères, ils vous les trouveront. Pareil, quand vous prenez les artisans, nous avons aujourd'hui une chambre des métiers de l'artisanat. Sure. Donc, on ne reste pas dans les bureaux de la présidence pour choisir qui va être décoré. Non, les fêtières ou les associations impliquées ont participé activement. Après, il y a des gens pour lesquels on ne peut qu'être d'accord quand vous prenez les anciennes gloires ou les légendes de notre musique. Les voix éternelles. Qu'on appelait les voix éternelles ou les artistes. Le défi, par contre, c'est de pouvoir ratisser large. Comme il ne s'agissait pas, en cette première édition, de récompenser peut-être les 1000 artistes que nous avons qui soient fameux, on est obligé de tamiser
pour retenir ceux d'entre eux qui pourraient être éligibles à cette première édition, étant entendu que les autres verraient leur tour venir au fil des éditions qui arrivent. Donc, je voudrais vraiment vous rassurer, ça a été un choix déjà de relever le défi de tenir cette cérémonie de distinction et de dire à toutes et à tous, désormais, on va vous célébrer, vous qui contribuez aussi à faire de notre pays le beau pays qu'il est et qu'il est en train de devenir en renforçant sa cote dans le monde. Quel pont tisser entre cette initiative gouvernementale et la vision culturelle et patriotique qu'incarne désormais l'exécutif? Faire en sorte que ceux qui parmi nous contribuent de façon remarquable à la vie de notre pays soient élevés en exemple, c'est faire en sorte qu'ils inspirent d'autres. Que par l'effet de la saine émulation, ils se sécrètent de plus en plus de talents, de plus en plus de mérites au sein de notre société. Parce que le chef de l'État et son gouvernement ont la conviction qu'une société dans laquelle les talents se multiplient, c'est une société qui s'élève elle-même globalement. Et c'est l'objectif. Vous voyez les enfants qui viennent de réussir brillamment leur examen. Vous imaginez bien que ceux qui ont pu être ainsi identifiés et décorés, intimement, ils se feraient le pari ou le vœu d'être là dans quelques années lorsqu'ils vont passer l'examen suivant. Mais dans le même temps, les camarades de classe, leurs amis qui les ont vus et qui ont peut-être paressé ou ont eu moins de baraka sur telle ou telle épreuve, dès maintenant, ils vont se dire, moi, l'année prochaine, il faut que je sois également sur le podium. Vous voyez? Et par l'effet de cette saine émulation, les niveaux vont s'élever, les prestations également vont devenir de plus en plus majestueuses, et puis c'est le Bénin qui y gagne. Et au lendemain de cette cérémonie de décoration, se sont tenues les manifestations officielles du 1er août dans le cadre du 66e anniversaire de l'accession de notre pays, le Bénin, à la souveraineté internationale. Un moment hautement fédérateur, tout le collège sénatorial était présent sur le boulevard de la Marina. Les acteurs à divers niveaux, acteurs politiques, et je crois que cela a même commencé depuis le 30 juillet avec la mise en place du Sénat, où on a pu voir au sein de l'institution des acteurs qui, il y a quelques mois à peine encore, étaient pratiquement d'irréductibles adversaires, mais qui nous ont donné la leçon que l'adversité politique ne peut pas se muer en animosité, qu'on peut faire des combats sur la base de nos convictions politiques, de nos idéaux politiques, mais qu'à la fin, le Bénin reste ce que nous avons de plus cher et le Bénin est plus grand que nous tous. Ça, c'est le principal enseignement qu'il faut tirer de ce que nous avons observé le 30, puis le 1er août au pied de l'esplanade de l'Amazone. Et je crois que les Béninois n'en attendaient pas mieux et ils n'en demandaient pas moins. De voir que notre pays peut donner cet exemple d'unité, de cohésion. Et nous avons besoin de ça, au fond, pour bonifier les progrès que nous avons commencé à engranger. Parce que si nous sommes unis et que nous regardons le même cap, ce sera toujours plus facile, plus aisé pour nous de réaliser nos objectifs plutôt que si nous sommes divisés. Vous connaissez l'expression, une maison divisée contre elle-même. Je ne vous fais pas dire le reste. Est-ce que le président Romuald Ouadani a vécu ce moment particulièrement, c'est-à-dire est-ce qu'il a vécu différemment de voir ses prédécesseurs, les anciens présidents de la République, Patrice Talon, Boni Yayi, pour ne citer que ces deux-là, avec ces images qu'on a pu voir le 1er août 2026, monsieur le ministre? Même si je n'en ai pas parlé avec lui, je crois que oui quand même. D'abord parce que lui, c'est sa première en tant que président de la République. Les années d'avant, il était là dans une autre posture, dans un autre rôle, et ça n'est pas la même chose. Aujourd'hui, de savoir que toute la responsabilité qu'il porte, et ce moment, il est forcément historique parce que c'est la première. Mais en plus, effectivement, de voir cette cohésion. Et il ne faut pas oublier d'ailleurs que son élection elle-même, le 12 avril dernier, a été l'occasion pour notre pays de parler pratiquement d'une seule voix. Ça n'était jamais arrivé avant. Mais on a bien vu comment des adversaires du gouvernement du président Patrice Talon, des adversaires du président Patrice Talon, dont il a été un ministre pendant longtemps, ont rallié sa candidature et le résultat qu'il a fait était déjà l'expression de cette volonté d'unité nationale. Et donc, ce qui s'est passé le 1er, pour moi, ça n'est que le prolongement de ce que nous avons observé à l'occasion de son élection et il y a de quoi
en être fiers quand même. Après les manifestations officielles, le chef de l'État a communié avec la garde nationale au palais. Cela après sa mention spéciale faite dans son message à la nation au cours de cette cérémonie de célébration de mérite. Le chef de l'État a donc eu une pensée à l'endroit de ses forces de défense et de sécurité et également de leur famille. La question c'est quel est le message politique et sécuritaire qu'il a voulu transmettre? C'est d'abord un message à la nation. Si le 31, il s'est fait fort, effectivement, d'avoir une pensée pour nos forces de défense et de sécurité sur le terrain, qui veillent à défendre l'intégrité de notre territoire, une pensée aussi pour ceux des personnels de ces forces de défense et de sécurité qui ont pu, au péril de leur vie, préserver notre intégrité. Ce n'est que suite logique de le voir avec les éléments de la garde républicaine le 1er août, après les cérémonies officielles. Donc, une façon de montrer de la cohérence, de dire, j'ai eu un mot pour l'ensemble des forces de défense et de sécurité hier, particulièrement pour nos fils et nos filles qui ont payé un lourd tribut à ce péril contre lequel nous luttons. Et je veux, dans la suite logique de ce que j'ai déjà commencé, célébrer avec vous qui êtes en charge de la sécurité des personnalités, des institutions de l'État. Donc, une façon de vous dire que ce que je dis, je le pense, je suis sincère dans ma démarche et je reconnais également votre contribution à la stabilité de notre pays et à la qualité de ce que nous faisons. Il faut avoir de la sérénité, il faut avoir de la quiétude pour encore mettre au service de notre nation les talents, les mérites ou les idées que l'on a pour faire élever le pays. Monsieur le ministre porte-parole du gouvernement, la grâce présidentielle, on en parle. Au total, 369 prisonniers en ont bénéficié. L'opinion publique y voit des signaux d'une certaine décrispation politique. Cet acte constitutionnel suscite beaucoup d'espoir également. Que répond le gouvernement à cette attente populaire? Mais ça, c'est déjà une tradition dans notre pays et le président Wadaï se fait le continuateur de cette tradition. Ceux qui en ont bénéficié, forcément qu'ils remplissent les conditions parce qu'il y a bien des conditions pour bénéficier de la grâce. Et tenant compte du temps déjà consommé, effectué, de la peine à laquelle l'on a été condamné, tenant compte aussi de l'attitude ou du comportement de celui qui est en prison pendant son incarcération. Donc, c'est un cumul de conditions qui favorise que l'on se retrouve sur la liste pour bénéficier de cette grâce-là. Et s'il y en a à peu près 400, c'est que toutes ces personnes remplissent les conditions. Donc, les services du ministère de la Justice ont dû étudier les dossiers et ont fait les propositions les plus objectives au président de la République. Maintenant que cela suscite l'espoir d'autres détenus de bénéficier demain de la même mesure, ça s'entend. Il leur appartient juste d'avoir le comportement qu'il faut. Et s'ils remplissent les conditions à la prochaine occasion, sans aucun doute que le président de la République ne se priverait pas de signer un décret qui comporterait leur nom. Suivez mon regard, les Béninois s'attendaient à plus que ça. Ah, je serais heureux de comprendre ou de savoir le plus qu'ils attendaient. Pour enchérir, on a connu des grâces présidentielles à hauteur de 400 et quelques, 500 et quelques, monsieur le ministre. Oui, mais ce n'est pas le nombre qui est le plus important. C'est de savoir que les personnes qui bénéficient de la grâce remplissent les conditions, qu'il n'y a pas de favoritisme et qu'il n'y a pas quelqu'un qui remplirait les conditions objectives et qui n'ait pas été retenu. C'est là tout le débat et je n'ai pas le sentiment qu'il y ait à redire là-dessus. Lénaïque demandait tout à l'heure si vous comprenez l'espoir des Béninois qui attendent donc une certaine, ce qu'on appelle décrispation au vu de cette grâce présidentielle qui a été accordée. Est-ce que cet espoir ne s'explique pas aussi un peu au vu du profil de personnes qu'on a très vite projeté après l'acte signé par le chef de l'État? Si vous voulez, je vous le fais un peu plus clair, hein, monsieur le ministre. Le nom qui a beaucoup plus circulé le vendredi, je pense bien, c'est ce jeune homme du parti Les Démocrates, dont on connaît le nom, Julien Kandi-Kansu, qui a retrouvé donc sa famille. Est-ce que c'est pas justement cette communication autour de ce genre de profil qui fait nourrir ces gens d'espoir au sein de l'opinion publique? Mais il ne vous aura pas échappé qu'il n'y a pas eu de communication de la part du gouvernement sur qui est sur la liste ou non. Hein? Si des proches de tel ou tel, que ce soit des proches politiques ou de famille ou des amis, ont mis en avant tel ou tel nom, ça n'est pas de notre fait.
Et maintenant, je dis, si la présence de certains sur la liste fait nourrir l'espoir à d'autres que leur tour viendrait, ça s'entend. Et si ces personnes remplissent demain les conditions, à l'occasion d'un nouvel acte de cette nature, elles pourraient bien se retrouver là-dessus. C'est justement l'un des mandats que, je préfère le dire comme ça, le Béninois donne aux sénateurs. Puisque depuis l'installation justement de cette institution et également du bureau, on veut voir cette institution conseiller le chef de l'État sur ces questions de détenus ou d'exilés, etc. Comprenez-vous cela, monsieur le ministre? Je n'ai pas noté, depuis la révision constitutionnelle qui a consacré l'avènement du Sénat, je n'ai pas noté que ça est dans le mandat du Sénat. Les Béninois ont donné mandat, disais-je. Les Béninois pas la Constitution. Le Sénat se saisisse ou élargisse son champ de compétences en s'intéressant à un sujet comme celui-là. Oui. Comme c'est des personnes sages qui sont là-bas, il leur appartiendra d'apprécier et de voir jusqu'où, dans leur sagesse, elles pourraient aider le chef de l'État et la République dans son ensemble, comme je disais tout à l'heure, à poursuivre la marche de notre pays vers davantage de progrès, de bien-être collectif et individuel. Et ces sages sauront apprécier s'il y a des circonstances, s'il y a des actes, s'il y a des mesures, et pourraient suggérer au chef de l'État, n'est-ce pas, en sagesse, de regarder dans telle ou telle direction. Ben, nous sommes tous soucieux du développement et du bien-être de notre pays, dans la cohésion, dans la stabilité aussi, soucieux d'avoir aussi des acteurs politiques responsables. Nous apprécierons, et le principal concerné ou les principaux concernés apprécieront en tant que de besoin. Oui, le chef de l'État a montré une certaine ouverture de pouvoir corriger ce qui a été mal fait, il le disait, à la présentation de son projet de société avant donc d'être porté dans le fauteuil présidentiel. Alors, est-ce qu'on a discuté des contours, monsieur le ministre? De quoi ça? Des contours de ce qu'on appelle décrispation de la vie politique, puisqu'il y a, ce sera géré certainement au cas par cas. Je ne suis pas celui qui apprécierait. Et décrispation politique, ce n'est pas dans les tests de loi. Hein. N'oublions pas. Et la démocratie, c'est les lois, c'est le respect des lois. Maintenant, des actes politiques, oui, qui pourraient venir supplanter des réalités juridiques ou judiciaires. Mais ça appartient à la société dans son ensemble, à travers ses institutions, ses acteurs, d'en décider. Le chef de l'État, je crois qu'il n'est fermé à aucune perspective pour ce qui est son engagement. Il n'est fermé à aucune perspective. Tant que cela permet au Bénin d'avancer, aux Béninoises et aux Béninois de vivre dans la cohésion et de porter ensemble l'œuvre de développement de notre pays, à mon avis, il regarderait tout cela avec attention. Si demain, l'occasion se présente d'en parler ou d'y voir un peu plus clair. On vous aura compris sur la question. Nous allons fermer le volet politique et ouvrir la fenêtre culturelle avec les Vodundes qui connaissent désormais un nouveau format, un format IN6L, une extension à 7 jours. J'aime bien votre formule. C'est une extension à 7 jours, mais qui tient aussi de la qualité de ce que nous faisons, qui tient de l'engouement que suscitent les Vodou Days désormais dans le monde entier, aussi bien pour les Béninois de l'intérieur comme de la diaspora, que pour les touristes qui, à l'occasion, le Bénin devenant, avec Ouidah, la capitale touristique et culturelle du monde, veulent venir parce qu'ils ne voudraient pas se faire compter l'événement. Mais j'ai expliqué à certains de vos confrères ce que je vais vous dire ici. Ce sont bien les jours dédiés au festival Vodou Days qui ont été prolongés. La loi a dit que la célébration de la fête des religions traditionnelles a lieu désormais au Bénin le 2e vendredi du mois de janvier. Donc ce n'est plus systématiquement le 10 janvier comme avant cette réforme, le 2e vendredi. Il se trouve qu'en 2027, le 2e vendredi fait le 8 janvier. Et nous savons déjà qu'au thème de la loi, la veille du jour de la célébration des religions traditionnelles est chômée. Donc le jeudi 7 janvier 2027 est une journée qui va être chômée. Une semaine plus tôt, le premier vendredi de l'année 2027 fait le 1er janvier. Donc journée chômée au Bénin. Et suit immédiatement un week-end. Vendredi, samedi, dimanche. Donc nous aurons un long week-end pour entrer dans la nouvelle année. Après, entre ce week-end et le 7, le 8 et le 9 janvier, il y a 3 jours.
lundi, mardi, mercredi. Nous avons trouvé opportun de profiter de la dynamique que nous donne ce calendrier pour faire cette extension, ici celle dont vous avez parlé, mais justement aussi pour tenir compte du souhait de nombre de nos concitoyens qui rentrent pour les fêtes de fin d'année et qui, jusqu'en janvier 2026, auraient aimé prolonger leur séjour pour vivre les Vodou Days et qui n'y arrivaient pas parce qu'ils doivent reprendre le boulot ou être chez eux à un certain moment. Ils n'y arrivaient pas. Mais la conjoncture que le calendrier nous offre là y est favorable et nous avons voulu en profiter. C'est pour ça que ça va partir donc du 2 au 9. Mais je précise que les lundis 4, mardi 5 et mercredi 6 janvier 2027 ne seront pas des jours chômés. On ne touche pas aux jours chômés. Le jeudi 7, le vendredi 8, OK, mais les 4, 5 et 6 restent des jours ouvrés. Chacun peut décider après, comme la semaine sera bien achalandée en programme et en manifestation, chacun pourra décider à la fin d'une journée de travail de faire un tour. Les Béninois de la diaspora qui seraient en séjour, eux, ils peuvent aller toute la journée, les touristes peuvent y être toute la journée, mais nous qui sommes ici, qui vivons ici et qui travaillons ici, on pourrait en fin de journée faire l'aller-retour, surtout que les routes sont bonnes maintenant, bien entretenues, et que l'une d'entre elles au moins est bien éclairée aussi en soirée. Chacun pourra profiter de ce moment. La précision était importante. La République étant laïque, ne créez-vous pas du fait des jaloux au sein des autres obédiences religieuses? Mais nous nous occupons d'être présents en tant que pays, en tant que gouvernement, auprès des religions autant qu'elles sont, mais nous mettons en avant ce qui, dans ces religions ou dans leurs pratiques, peut apporter encore un plus à notre pays. Le gouvernement du Bénin, depuis bien longtemps maintenant, a toujours été présent aux côtés des chrétiens célestes. Et plus encore, ces dernières années, pour que l'organisation du pèlerinage annuel à Semespodji se passe très bien. Quand il y a le pèlerinage Marial à Dassa, vous vous doutez bien qu'il y a une contribution de l'État pour que tout se passe bien. Nous sommes présents aux côtés des autres religions. Les musulmans, ils vous le diraient. Nous ne mettons pas à mal la laïcité de notre État. Et n'oubliez pas, dès que les Vodou Days ont commencé, nous avons bien dit que ce n'est pas le côté cultuel du vaudou qui nous intéresse. C'est le côté culturel. Est-ce qu'ensuite cela peut drainer comme dividende touristique? Donc, je crois que chacun peut être à l'aise avec cette pratique qui donne à notre pays davantage de visibilité dans le monde. Et puis, je profite de votre question. Même si la Gani n'est pas en soi religieuse, il y a peut-être des dérivations qu'on peut faire, mais l'édition 2026 de la Gani, c'est l'édition 0 portée par le gouvernement. Désormais, l'organisation de la Gani, les mêmes structures qui s'occupent des Vodou Days, donc Bénin Tourisme et autres, ce sont ces structures que le gouvernement a mandatées pour s'occuper maintenant d'organiser pour nous la Gani, parce que nous avons l'ambition de donner le même éclat à la Gani, la même envergure, et que la qualité de l'organisation soit de plus en plus professionnelle. Donc, pour l'édition qui vient dans un mois à peu près, si vous allez à Niki, vous verrez déjà une différence qualitative dans la façon dont c'est organisé, et ce sera le point de départ de la prise en main par le gouvernement de l'organisation de ce festival de la Gani. Et il ne sera pas exclu, peut-être demain, en fonction du moment où les dates vont tomber, parce qu'ils suivent généralement aussi le cycle lunaire. Il peut arriver que cela passe de 2, 3 à 5 jours. Tout dépendrait de la conjoncture du moment et de comment nous pouvons en profiter pour notre société, pour notre pays et pour les communautés qui y participent. Cette démarche s'inscrit-elle dans un souci d'équilibre régional? Dans un souci de valoriser ce que nous avons de bien, quelles que soient les régions du pays où cela se trouve. C'est aussi ça, le développement équilibré, qui a commencé à certains égards. Mais nous avons là également un moyen de pratiquer, de mettre en œuvre cette politique de développement équilibré du territoire. Et vous allez voir qu'avec la professionnalisation de l'organisation de la Gani, effectivement, à terme, on va avoir 2 pôles majeurs d'attraction touristique culturelle dans notre pays et à des moments différents. Le pôle majeur avec les Vodou Days
et la Gani. D'autres célébrations, comme le Festival des masques à Porto Novo ou d'autres rencontres ailleurs, pourront toujours venir conforter cette dynamique. Mais oui, nous aurons un pôle majeur à Ouida avec les Vodou Days et un pôle majeur à Niki avec la Gani sur les prochaines années. Avec la même ambition d'en faire un événement touristique, Monsieur le ministre? Bien sûr, c'est déjà le cas, mais nous voulons conforter cet atout et permettre que Niki soit également, à un moment donné de l'année, le centre de vibration culturelle, touristique de notre pays. Et est-ce qu'on peut s'attendre à des jours chômés à venir sur cette question? Je n'anticipe rien, je ne sais pas. Nous verrons bien avec le temps comment ça se fait et s'il y a des besoins pratiques pour davantage d'efficacité, nous apprécierons. Revenons au Vodou Day, si vous le permettez. Vous venez de rappeler que c'est une loi qui consacre donc les journées chômées. Vous avez rappelé que les 7 ne le seront pas, mais puisque c'est une loi qui a encadré l'organisation de ce festival, si je puis... Non, la loi encadre la célébration. Non, la loi encadre la célébration de la fête des religions traditionnelles. Les Vodou Day, ce n'est pas la loi, c'est une décision du gouvernement. C'est un festival que nous organisons. Ça n'a rien à voir au thème de la loi avec la célébration des religions traditionnelles, même si c'est à l'occasion que les Vodou Days se tiennent. Mais les Vodou Days ne sont pas encadrés par la loi. Donc on a besoin de retourner à la loi pour pouvoir faire l'extension. Il n'est pas exclu qu'en 2028, en fonction de ce que le calendrier serait, nous revenions à la formule de 3 jours. Il n'est pas exclu qu'un gouvernement demain décide de passer à 10 jours ou à 5 jours de façon structurelle. Ça peut évoluer. Actualité pêle-mêle, à présent, la Commission nationale de réforme du droit a été installée le 28 juillet dernier. C'est un organe permanent de veille législative et réglementaire dirigé par le professeur Noël Baguidi. Quels sont les textes et lois obsolètes que l'actuel exécutif souhaite ranger définitivement au placard? Non, c'est un peu réducteur de voir la mission de cette commission sous l'angle de textes obsolètes. Le gouvernement n'a pas d'a priori. La commission a pour mission de veiller, de voir dans nos textes. Je vais vous donner un exemple. Le président Talon, pendant qu'il était là, à un moment donné, on s'est aperçu que de nombreuses lois, votées parfois depuis des dizaines d'années, n'avaient pas de décret d'application. Aussi curieux que ça vous paraisse, hein? Parfois des lois datant de 10, 15, 20 ans n'avaient pas de décret d'application. Il a fallu mettre en place une commission ad hoc pour faire la revue de tous les textes, élaborer les projets de décret d'application qui manquaient. Et je crois que c'est aussi à l'occasion, et compte tenu de notre pratique sur certaines activités, certains déplacements à l'étranger, la ratification de certains textes, c'est tout cela qui nous a conduit à l'époque à la nécessité de mettre en place cette commission. Donc le rôle sera de regarder effectivement nos textes. La société évolue. Nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle, où les technologies sont tellement présentes et impactent nos vies. Ce n'était pas le cas il y a 20, 30, 50 ans. Quelles sont les adaptations qu'il faut faire pour que notre pays soit au rendez-vous de l'universel? Quelles sont les lois, quelles sont les pratiques que nous avons qui sont dépassées, qui mériteraient d'être actualisées ou d'être modernisées, d'être modifiées ou d'être délaissées? Nous allons à une convention. Est-ce que c'est parce que le pays X a ratifié telle convention que le Bénin doit la ratifier stricto sensu, sans rien y toucher, sans faire aucune observation? Donc cette commission a ce rôle de regarder tous les tests, nos pratiques. Vous voulez aller à cette convention au regard de notre droit positif, donc de nos réalités internes, ce n'est peut-être pas encore le moment d'y aller, ou bien oui, on peut y aller, mais en faisant telle suggestion à l'Assemblée là-bas pour que, à l'occasion, on puisse lire dans telle direction ou dans telle autre direction. Et puis au plan interne, anticiper. Nous vivons une ère, on regarde l'expérience qui se fait chez d'autres et on se dit, peut-être que dans quelques années, nous allons être confrontés aux mêmes défis, aux mêmes exigences, qui ne sont pas encore manifestées chez nous aujourd'hui, mais qu'on observe ailleurs. Comment on anticipe? Comment on prépare notre société à y arriver, parce que c'est une dynamique universelle et qu'à un moment ou à un autre, cela pourrait arriver chez nous. Cette commission a ce rôle-là. Donc le gouvernement n'a pas d'a priori, il n'y a pas un test précis qu'on va indiquer en tant que gouvernement à cette commission pour dire qu'il faut regarder. Vous n'avez même pas une priorité dans le viseur? Non, c'est un travail d'ensemble.
Demain, cette commission peut prendre notre constitution, peut prendre telle ou telle loi et dire, nous pensons qu'il faudrait y ajouter ceci, ou bien il faudrait retrancher ceci, ou à telle occasion, il faut veiller à telle ou telle amélioration. Ils sont libres. Et c'est des conseillers de notre État, pas seulement du gouvernement, c'est des conseillers de notre État en la matière. Et chaque fois qu'ils auront fait un travail, forcément sur la base de l'objectivité et de l'utilité pour notre société, le gouvernement regardera toujours avec attention et maintenant partagera avec les institutions concernées les conclusions de la commission, les suggestions pour que cela puisse trouver application législative. Toujours dans ce registre d'actualité pêle-mêle, il y a la réforme liée aux agents contractuels de droit public de la santé. Qu'est-ce qui change concrètement pour ces agents, Monsieur le ministre? Ce qui change manifestement, c'est qu'ils passent sous tutelle des collectivités locales. C'était déjà prévu. Donc l'acte du ministre de la Santé ne vise qu'à concrétiser cela. Et les intéressés, ils le savaient, les communes également le savaient. Dans leur fonctionnement, dans leur rémunération, rien ne change. Et ça dit désormais que leur rémunération dépend exclusivement de ces collectivités territoriales. Mais on a dit qu'ils passent bien sous la responsabilité des collectivités. Et ça veut dire qu'en amont, tout a déjà été organisé, planifié pour qu'il en soit ainsi. La partition que le gouvernement doit jouer, il la joue. La partition que les communes doivent jouer, elles la jouent. Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement, le dossier Bénin-Niger, où en est-on actuellement? Le dossier Bénin-Niger, nous en sommes où nous en sommes. C'est-à-dire? Avec le bon espoir que les relations se normalisent et que nos populations de part et d'autre de la frontière retrouvent, elles ne l'ont d'ailleurs pas perdu, que cette cohésion, cette coexistence pacifique prévale toujours entre nos populations. Au plan politique, entre les dirigeants, le dialogue de haut niveau a lieu, puisque vous avez vu que le chef de l'État, l'un de ses tout premiers déplacements, une fois qu'il a été investi dans ses fonctions, ça a été de parcourir la sous-région et d'aller voir ses voisins-là. Nous avons pu nous quereller par le passé. Peut-être qu'il subsiste encore des traces ici ou là, mais nous avons fait des efforts, nous avons fait nos efforts, en plus d'avoir ouvert la frontière à l'époque, dès que les sanctions qui ont entraîné leur fermeture avaient été levées, et nous continuons à travailler, à faire tout ce que, objectivement, nous pouvons faire pour que nos frères du Niger se convainquent de ce que nous sommes leurs voisins, nous sommes leurs frères et que même si on a pu avoir des querelles, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et pour ce faire, nous avons tous intérêt à travailler pour qu'il y ait une coexistence pacifique. Alors, puisque vous êtes dans le secret des dieux, qu'est-ce qui bloque encore? Je ne le suis pas plus que vous. En tout cas, côté Bénin, je ne vois pas ce qui bloque. Nous avons fait tout ce que nous pouvions faire, objectivement. Donc, nous attendons que nos vis-à-vis, nos frères et amis du Niger soient convaincus de ce que le Bénin a fait tout ce qu'il était en devoir de faire pour amener à la décrispation. Diriez-vous que c'est de leur côté alors? Parce qu'on a tous entendu le préalable, ce qu'ils présentent comme étant préalable. Ce n'est pas nouveau pour le Bénin, puisque le Bénin est déjà dans cette posture depuis bien longtemps. Alors, est-ce que la balle est dans leur camp plutôt que dans le nôtre? J'ai dit que tout ce que nous pouvions faire objectivement, nous avons fait. S'il reste encore des choses, si vous identifiez un acte, un geste, une attitude objective, et que vous nous dites « Ah, Bénin, tu n'as pas encore fait ça », il reste un pas supplémentaire. Si vous nous montrez vraiment et que nous sommes tous convaincus que c'est objectif, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas encore fait, on va le faire en toute humilité. Mais à l'heure où je vous parle, je n'en trouve pas. Je vais vous renvoyer peut-être à cette interview accordée au général Tchiani au Niger, dans le cadre, bien évidemment, de l'anniversaire du putsch au Niger. Il disait qu'ils sont en train de réfléchir afin que plus personne ne se lève unilatéralement pour fermer une frontière, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Serait-ce là qu'on réfléchit, Monsieur le ministre? Dont acte. Le gouvernement est actuellement donc en congé. L'exécutif a marqué une pause et vous reprenez le 24 août, si les calculs sont bons. Tout à fait juste. Comment passez-vous ces moments agréables?
nous sommes organisés pour que la continuité du service public soit assurée dans les ministères, dans les agences, dans les structures de l'exécutif. Oui, il est recommandé que chacun trouve un moment pendant ces 3 semaines pour se reposer, se recréer et revenir ragaillardi, mais la République continue de tourner, de travailler. Donc les dispositions sont prises pour que tout le monde ne soit pas parti en congé loin de Cotonou, à l'intérieur du pays ou hors du pays en même temps. Donc donner juste le temps de se poser, parce qu'on n'a pas souvent idée, mais le rythme, il est soutenu. Et dans l'action, on ne le sait pas toujours. Et c'est aussi bien pour la République que ceux qui sont soumis à un tel rythme prennent parfois le temps de s'arrêter, de souffler, de prendre un peu soin d'eux-mêmes et de revenir plus fort pour être encore davantage au service du pays. Les tout nouveaux ministres, ce sont des congés qui interviennent juste après 2 mois de travail. Mais aucun d'eux n'était au chômage avant. Ils étaient bien dans des activités, et pour la plupart d'ailleurs, et certains étaient dans les sphères de l'exécutif. Tel était maire, tel était directeur à un haut niveau dans l'administration, et même ceux qui sont venus du privé, d'ailleurs davantage dans le privé aussi. Et c'est parce que notre pays a beaucoup fonctionné ces dernières années avec les recettes qui font le succès du privé que nous voyons que le rythme est très intense et qu'il peut être utile de marquer une pause pour permettre aux acteurs de souffler. Donc ils ont beau être arrivés au gouvernement il y a 2 mois, mais ils travaillaient et puis c'est utile aussi pour eux de faire le break. Et quelle est la feuille de route précise de la rentrée, Monsieur le ministre? Vous voulez que je vous dise ce qu'on va faire à la reprise? Bon, moi, à l'heure où je parle, je sais ce qu'il y aura lors du premier conseil des ministres de la reprise, soit le 2 septembre. Mais vous souffrirez d'attendre encore quelques petites semaines pour qu'on vous dise. Mais rassurez-vous, que ce soit le président de la République, que ce soit les ministres, je vous ai dit, le travail continue, hein. Le rythme n'est plus le même, c'est tout. Donc les chantiers sont connus, préparés, et puis à la rentrée, ça ira avec un bon rythme. On attend certainement le budget de 2027, mais peut-être aussi pour cette rentrée politique du chef de l'État, son programme d'action du gouvernement. Oui, le programme d'action du gouvernement. On a commencé à y travailler. Le plan national de développement du Bénin, avec la vision 2060, il y a des délais qui sont prescrits pour tout nouveau président de la République installé pour sortir son programme d'action du gouvernement. Il sortira sous une forme ou sous une autre, pas forcément sous les formes qu'on a connues avec le président Talon, mais on aura bien un programme d'action du gouvernement conformément aux prescriptions légales. Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement, ce sera donc tout pour ce tour d'horizon de l'actualité avec vous. Vous avez pu éclairer la lanterne de nos populations sur plusieurs sujets qui alimentent actuellement les discussions. Merci de vous être prêté à l'exercice. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite de non moins bonnes vacances. Merci, monsieur le ministre porte-parole. Merci beaucoup. Angèle Toboula, merci à vous aussi. Merci, Lénaïka Gouazao. Chers amis téléspectatrices et téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.